La ville de Cotonou est sujet depuis quelques jours à une grippe qui touche presque toutes les couches de la population. Le port de bavette est recommandé pour se protéger. Il est 13 h et vous êtes les bienvenus à ce rendez-vous de l'information. Mesdames et messieurs, bonjour, les grandes lignes. Séance d'échange avec les professionnels des médias ce jeudi. Le président Patrice Talon a abordé plusieurs sujets brûlants de l'actualité nationale et sous-régionale avec ses hôtes. Suivez dans cette édition quelques extraits des propos du chef de l'État de cette rencontre média. Réaction de l'antenne régionale Zou Colline de la Soneb suite à un élément réalisé par Canal 3 Bénin. Le directeur s'est prononcé sur la situation relative à l'accès à l'eau potable dans la commune de Savalou. Suivez dans cette édition ses propos. Et puis, mise en œuvre du plaidoyer. Et puis la Chambre de la Cour suprême du Bénin a un nouveau président. Il a nommé Vignon André Sagbo, un magistrat qui précédemment a été conseiller secrétaire général de ce même département judiciaire. Découvrez dans ce journal Qui sait. À nouveau, bonjour. Le président Talon a rencontré ce jeudi 8 février 2024 la presse béninoise au palais de la Marina. Le numéro 1 des Béninois a répondu à plusieurs préoccupations des hommes des médias, notamment les sujets d'ordre politique de l'heure sur la question de la révision de la Constitution née de médias audiovisuels ont apprécié. Sur la question de la révision de la Constitution, de l'injonction de la Cour de revoir de certaines dispositions du Code électoral. Moi, je ne veux pas qu'on touche une seule virgule de la Constitution. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les propos du président sur cette actualité. Suivez plutôt. J'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que, à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais, on soupçonne tout le monde, à la fin du deuxième mandat, de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles, que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution, et puis, à la fin, on trouve les moyens de chercher un troisième, un quatrième mandat. Mais moi, j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle constitution ou une nouvelle république pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle république, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un troisième mandat. C'était passé pour être acquis. Puis, la fin s'annonçant,
On revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à le sortir de la Constitution, soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela, juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui en fait n'en est pas un. La question que vous me posez, M. le Président, vous êtes journaliste. Et je vais commencer par vous répondre à partir de... Parce que moi j'ai lu le document en question, la proposition de loi en question, et je n'ai pas vu dans sa proposition de loi qu'il souhaite qu'on estire, qu'on sorte de la Constitution cette phrase-là, que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, de sa vie, qu'il s'agisse d'une nouvelle Constitution ou non. Mais tant que cette phrase demeure dans la Constitution, il n'y a aucune raison qu'on me soupçonne de vouloir faire comme tout le monde, comme ça se passe ailleurs. D'autant que c'est moi qui ai pris l'initiative il y a quelque temps. Alors, est-ce que, à l'occasion de cette retouche, cette petite modification technique, est-ce que les gens seront tentés d'enlever la phrase de la Constitution? C'est peut-être ça la crainte de ceux que j'estime être de bonne foi. Attention, c'est une bonne phrase qui est dans la Constitution, c'est très bien, mais est-ce qu'à l'occasion de l'examen d'une retouche technique, les uns et les autres ne seraient pas tentés d'enlever cette phrase-là? Je crois que personne au Bénin ne pourra le faire. Personne au Bénin. Il n'y a pas un Béninois sur les bientôt 13 millions que nous sommes qui veuille bien que cela se passe. Personne. À commencer par moi-même. L'actualité dans la sous-région a également été abordée par le chef de l'État dans ses échanges avec la presse. Il est revenu sur la question du Niger ainsi que des AES. On le retrouve sur des propos recueillis par Franck Aounou et Henri Ganti. Des sanctions ont été prononcées contre le Niger. Et des sanctions dures, qui en fait ne sont pas destinées à durer dans le temps. C'est des mesures, quand on les prend, on estime que, bon, au bout de quelques jours, quelques semaines, ça va se faire. Ils vont revenir à l'ordre. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois passent. Ça ne change rien. C'est pour ça que j'ai eu à le dire, il n'y a pas longtemps, que le moment est arrivé pour faire le point. Savoir si les mesures qui ont été prises ont produit leurs effets ou non. Quand ce n'est pas des mesures qui sont destinées à durer dans le temps, parce que ça pose des préjudices graves aux populations, il faut être réaliste. Et d'ailleurs, le président béninois, le président togolais, nigérien et consorts, ils ne vivent pas au Niger, ni au Burkina. Donc parfois aussi, il faut être humble. Nous ne savons pas quelles sont les vraies réalités de ces pays-là. Mais nous sommes dans notre rôle. Mais peut-être dans son rôle, et parfois être acteur de la plaque. Ce qu'on nous demande dans la vie, c'est d'être de bonne foi. Et chaque fois que nous prenons une décision, que ce soit guidé par la bonne foi. Est-ce qu'au moment où cette décision a été prise, on était de bonne foi? Est-ce que ce n'était pas normal qu'on prenne cette décision? Si aujourd'hui quelque chose se passe en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ou ce qui se passe, est-ce que si ce n'est pas bien, est-ce qu'il ne faudrait pas que la communauté dénonce que ce n'est pas bien? Si demain quelque chose se passe au Bénin, si demain quelque chose se passe au Togo, ce n'est pas bien que la communauté dise non, ce n'est pas bien. Nous sommes dans notre rôle en disant que ce n'est pas bien, il faut corriger, il ne faut pas que ça continue. Mais quand les peuples, la nature, la vie ou le sort, parfois nous imposent quelque chose, il faut être responsable, c'est celui qui sait prendre acte, constater que, malgré sa bonne foi, les choses ne se passent pas comme il souhaite, et dit bon, il faut tenir compte de ça. Et on a passé ce message au Niger. Je l'ai fait à titre personnel. On dit le moment est arrivé où nous devons dire bon, maintenant, trêve des discussions, des relances, des recommandations, des sanctions et consorts. Dites-nous les annonces que vous voulez, on va vous accompagner. J'ai dit, moi, personnellement, je suis prêt, au sein de la conférence des chefs d'État,
à défendre la position qui est la mienne aujourd'hui en disant le moment est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe. Et si les autorités nigériennes nous disent ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout, personne de la conférence des chefs d'État ne peut dire au nom des Nigériens ce qu'ils veulent. Vous voulez une transition? Vous ne voulez pas une transition? Vous voulez une transition de 6 mois ou de 4 ans ou de 5 ans? Mais dites-le. Puisque la responsabilité nous impose de ne pas statuer dans le vide. Pour statuer, il faut quelque chose. Dites-nous ce que vous voulez, on va statuer dessus et puis on va vous accompagner. Parce que le peuple du Niger est en difficulté avec ces sanctions-là depuis. On n'a pas reçu de réponse. Peut-être qu'eux-mêmes, ils sont en train de discuter entre eux, ils n'ont pas encore une idée claire de ce qu'ils vont faire. Mais même quand c'est ainsi, dites-nous, écoutez, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on vous dira quel va être le modèle. Aujourd'hui, on ne sait rien, je ne sais pas si vous savez quelque chose de ce qui va se faire au Niger. Et nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Béninois le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Brutalement, on apprend que les 3 pays, Burkina, Niger et Mali, sortent de la CEDEAO. Moi, cela m'a beaucoup peiné. Et même après cette décision, j'ai personnellement téléphoné à l'un d'entre eux. J'ai parlé au téléphone avec un des 3 présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Et je lui ai dit, c'est pas bien. Les peuples ne nous ont pas élus pour les diviser. Moi, j'ai été élu au Bénin. Vous êtes en fonction depuis dans votre pays. Et notre rôle, c'est de conduire le destin pendant un temps de la communauté globale, de la CEDEAO, de l'UMOA, pendant un temps. Mais la volonté des peuples, c'est de s'intégrer. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Niger. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Burkina ni du Mali. Et c'est vrai, il n'y a aucun problème entre les peuples de la communauté et le mois de la CEDEAO. Aucun problème. C'est au niveau des organes de la CEDEAO. La CEDEAO des peuples n'est pas en difficulté. Il n'y a aucun problème dans la CEDEAO des peuples. C'est au niveau de la conférence des chefs d'État, au niveau de la commission de la CEDEAO aussi bien de l'UMOA qu'il y a un problème. Au sorti de la conférence de presse du chef de l'État, les responsables de rédaction du journal et de médias audiovisuels ont positivement apprécié l'initiative. Ils louent la qualité des explications de Patrice Talon sur les sujets d'actualité. Leur vœu est de voir de pareilles rencontres se pérenniser avec beaucoup plus de temps de discussion. On les écoute au micro de Franck Aounou et Henri Gantin. J'avoue que c'est une première, parce que ça fait bientôt 8 ans. Ça fait longtemps qu'on demandait ça et nous voulons de l'avoir. C'est déjà heureux. Et j'espère bien que ce ne serait pas la première et la dernière fois. Et on le lui a fait savoir. Je crois qu'il prendra bien note pour qu'à l'avenir, de façon épisodique, on puisse au moins avoir ces rencontres-là. Ce que j'ai retenu de façon globale, c'est que plusieurs sujets d'actualité, aussi bien nationales qu'internationales, ont été abordés. Et comme à ses habitudes, il n'a pas manqué de convaincre sur un certain nombre de sujets. Et on comprend que lorsqu'on est dans le feu de l'action, ce n'est pas facile. Mais toutes les fois qu'on est dans cette posture, il faut toujours avoir un peu d'avantage sur la tête pour pouvoir régler les problèmes. Pour le peu de temps qu'on a passé, je pense qu'il a abordé presque tous les sujets. Le cas du Niger, surtout la mise à la retraite par anticipation de certains agents. Il a donné les raisons profondes. Je pense qu'il a dit l'essentiel et on aurait souhaité qu'il communique cette fois-ci davantage avec son peuple. Mais il faut dire que le chef de l'État a été bien inspiré d'avoir décidé de partager un peu ses opinions par rapport à l'actualité sociopolitique. C'est vrai que c'est des choses qui n'arrivent pas souvent.
mais il a été bien inspiré. Je pense que le débat ce matin a permis de voir clair et d'entrevoir l'avenir avec beaucoup de sérénité. Je pense que le chef de l'État doit inscrire ça dans son agenda pour les fois à venir, parce qu'au-delà des interventions de ses conseillers politiques, au-delà des interventions de ses députés à l'Assemblée nationale et surtout du porte-parole du gouvernement, il est toujours bon de voir le chef de l'État lui-même au devant de la scène, d'expliquer aux hommes des médias ce qui concerne telle ou telle autre actualité. Et pour l'avoir fait, l'opinion publique sera fixée réellement par rapport aux intentions du chef de l'État. Il faut dire que c'est une très bonne initiative. La presse a besoin d'écouter le chef de l'État, d'écouter les acteurs politiques, d'écouter les citoyens lambda pour recueillir leurs préoccupations. Parce que nous jouons un rôle de médiation pour que la démocratie marche. Alors, pour avoir assisté à cette séance, j'ai pu quand même, j'ai vu en face de moi un président, Patrice Talon, qui est conscient de la fin de son mandat et qui souhaite vivement que les choses se passent dans la convivialité. C'est vrai, on peut ne pas être d'avis, on peut ne pas partager ses explications, mais il faut quand même reconnaître la sincérité qu'il exprime et l'ambition, sa volonté de laisser le Bénin en paix et surtout de voir l'intégration régionale, la collaboration, la communauté de destin et qu'on a ensemble et être viable, fiable et surtout durable. Je le disais en début d'édition, la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin a un nouveau président. Il a pour nom Villon André Sagbo, un magistrat qui précédemment a été conseiller et secrétaire général de ce même département judiciaire. Il a été officiellement investi dans ses nouvelles fonctions ce jeudi 8 février au siège de l'institution à Porto Novo. Le compte rendu de la cérémonie dans ce reportage. Cette audience solennelle de la Cour suprême du Bénin consacre la prestation de serment et l'installation officielle du tout nouveau président de la Chambre judiciaire de cette institution. Le magistrat Villon André Sagbo, ancien conseiller et ancien secrétaire général de la Chambre judiciaire, a été promu à la présidence de ce département au regard du dynamisme et de la probité dont il a fait montre dans ses fonctions précédentes. Ainsi donc, il a désormais la charge du contrôle du pouvoir judiciaire par la cassation. Monsieur Villon André Sagbo, je ne doute pas un seul instant que vous êtes un exemple éloquent de la relève de qualité que souhaite le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne voudrais pas conséquent, monsieur le président, vous voir dans la feuille de route dont nous sommes dotés. Si le délai de traitement des procédures de 16 mois dont nous avons convenu était respecté, la Chambre aura dans ses stocks et à ses rôles à la fin de l'année judiciaire en cours que des procédures datant de l'année 2023 et 2024. Le challenge est bien gros, bien difficile, j'en conviens. Mais nous devons de le relever parce que nous avons ensemble décidé de positionner notre juridiction dans la modernité. Une juridiction moderne est celle qui reste dans le temps de la justice. Temps de la justice qui n'est pas celui du juge, temps de la justice qui est celui du justiciable. Le magistrat Villon André Sagbo prend la mesure de la tâche qu'il attend et entend travailler en harmonie avec ses pairs pour atteindre de grands résultats. L'office du juge, c'est de rendre des décisions de qualité et dans un délai raisonnable. Donc, je n'ai pas de choix que de m'insérer dans cette dynamique. Au terme de cette cérémonie, Villon André Sagbo est renvoyé dans ses nouvelles fonctions de président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin. Le Millennium Challenge Corporation MCC du gouvernement des États-Unis avec son partenaire privilégié le Bénin a fêté son 20e anniversaire le 23 janvier dernier. Pour marquer ce parcours d'existence, les deux parties se sont retrouvées à la caserne des sapeurs-pompiers du port autonome de Cotonou pour d'abord se féliciter de la qualité des relations bilatérales et ensuite prendre des engagements pour la pérennisation des acquis du MCC. Teddy Goudalo et Elvis Tonoupoint pour le compte rendu.
Avec le Bénin, l'agence indépendante d'aide au développement du gouvernement des États-Unis, Millennium Challenge Corporation, commémore ses 20 années d'existence. Le Bénin étant le seul pays partenaire au monde à être éligible au programme d'assistance du MCC, a bénéficié de plus de 540 milliards de francs CFA dans le cadre de 3 accords de dons, dont un est en cours d'exécution et vise le secteur des transports. La clé de notre réussite, c'est l'engagement du gouvernement à travers le conseil d'administration des entités dénommées MCA, qui sont chargées de l'administration des accords de dons de MCC. C'est également le professionnalisme, l'éthique, l'excellence des Béninois qui travaillent pour les entités MCA, MCA Bénin 1, MCA Bénin 2 et plus récemment le MCA Bénin régional. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis au port de Cotonou. Un atout stratégique essentiel pour l'économie du Bénin. Il n'y a pas de meilleur symbole que le port de Cotonou pour démontrer l'impact économique apporté par les programmes d'assistance du MCC. Je voudrais remercier le directeur général du port et les autorités portuaires pour leur collaboration depuis de nombreuses années. Les subventions des États-Unis d'Amérique accordées par le MCC sont des dons sans intérêt permettant ainsi au Bénin d'investir dans les secteurs de l'eau, de la santé, de l'éducation et bien d'autres domaines. Depuis 2004, le gouvernement du Bénin a contribué à hauteur de 156 milliards de francs CFA à la mise en œuvre des programmes du MCC. Avec le premier accord de dons, le MCC a accompagné le Bénin dans les réformes portuaires. C'est heureux que nous soyons ici au port pour célébrer ce 20e anniversaire. Le deuxième programme que j'ai eu l'honneur de superviser en qualité de président du conseil d'administration a permis au Bénin de se doter d'infrastructures et d'équipements modernes de dernière génération visant à contribuer au renforcement et à l'amélioration des performances du secteur de l'électricité au plan national. Des dizaines de milliers, j'allais dire des centaines de milliers de Béninois ont bénéficié donc de ce don. À travers cette commémoration, les deux parties prennent l'engagement de poursuivre la dynamique de coopération pour faire du Millennium Challenge Corporation un précieux atout de développement. Éducation, dans cette édition, c'est un sujet qui fait à nouveau débat. L'allemand et l'espagnol sont toujours enseignés dans le système éducatif béninois. Le récent arrêté interministériel portant calendrier des examens nationaux renseigne d'ailleurs que, par exemple, les candidats au BEPC composeront en allemand et en espagnol. Mais est-ce utile d'enseigner ces langues? C'est la question que se posent de nombreux parents. Et cette question, Emma Rodon nous l'a posée au professeur d'université, psychopédagogue Jean-Claude Roumenou. Suivez ici ses explications sur la question. Vous avez constaté que dans l'arrêté interministériel qui publie le calendrier, le programme des examens nationaux, eh bien, certaines langues étrangères sont toujours programmées. Alors que les élèves, les parents se seraient attendus à ce que ces langues-là soient remplacées par d'autres matières. Mais tel n'a pas été le cas. Je crois que les responsables de notre système éducatif ont eu à cœur non seulement de préparer notre jeunesse à bien dominer les réalités de leur pays, qu'est le Bénin, les réalités de l'Afrique, mais aussi de les préparer à vivre les réalités de la mondialisation. Et c'est pour cette raison que, au Bénin, nous n'allons pas apprendre à nos enfants seulement à parler nos langues nationales ou à parler le français. L'espagnol et l'allemand sont toujours des langues étrangères enseignées au Bénin. On a dit l'espagnol, on a dit l'allemand. L'espagnol, c'est la langue parlée d'abord par l'une des grandes puissances européennes, l'Espagne. Ensuite, en Amérique, la plupart des pays américains sont de langue espagnole. Il n'y a pas que les États-Unis. Même aux États-Unis aujourd'hui,
l'espagnol tend à supplanter l'anglais. Ça veut dire que nos jeunes qui un jour voudront aller s'établir en Californie, dans le Nevada, par exemple aux États-Unis, il faut qu'ils sachent parler espagnol. S'ils doivent aller travailler un jour en Espagne, au Chili, au Mexique, au Guatemala, il faut qu'ils sachent parler espagnol, sinon ils ne pourront pas s'adapter. Ça, c'est pour l'espagnol, ça. L'allemand. L'allemand, c'est la langue de la République fédérale d'Allemagne, qui est le poumon de l'Union européenne. L'Allemagne est la plus grande puissance économique dans l'Union européenne. Même s'il n'y a pas beaucoup de pays de langue allemande, c'est vrai qu'en dehors de l'allemand, il y a l'Autriche, il y a le Liechtenstein, il y a un canton de la Suisse, donc ça veut dire près de 4 pays puissants qui parlent allemand. Donc, il peut être aussi utile pour nos jeunes. Il y a beaucoup de jeunes béninois qui ont émigré en Allemagne, qui travaillent là-bas, qui vivent là-bas et qui reviennent de temps en temps en vacances chez nous. Et c'est pour cela que notre système éducatif a accordé une place à l'enseignement et à l'apprentissage de l'allemand, langue étrangère. Donc, ce n'est pas une fantaisie que d'imposer à notre jeunesse, en dehors de l'apprentissage du français et de l'anglais, de connaître aussi d'autres langues étrangères comme l'espagnol et l'allemand. Voies impraticables, frais de transport dérisoires des passagers et la traque policière contre les surcharges. Ainsi se résume le quotidien des étudiants de la commune de Savalo. Ils exhortent les autorités à revoir le prix du carburant pour leur permettre de faire de meilleurs bénéfices. La mairie est aussi appelée à assainir les voies dégradées pour sécuriser le transport des personnes et des biens. Une de nos équipes de tournage était au contact des taxis motos de Savalo. Voici le reportage de Ulrich Kaba sur les images de Rachidi Soubero. Souvent 2 passagers et parfois 3 selon les cas, plus le conducteur sur la même moto. Voici l'une des particularités des taxis-motos dans la commune de Savalo. Les étudiants justifient cette option de conduite par la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat des clients qui, dans la plupart des cas, leur offrent des frais de transport assez dérisoires. Si tu prends les 2 personnes, il dit que on ne peut pas prendre, Zem ne peut pas prendre 2 personnes. Mais à cause de l'argent que si nous arrêtons, on dit pardon chef. Comment on va faire? On dit que c'est interdit, mais on va vous supplier parce que actuellement la vie coûte cher, il n'y a pas d'argent. Les clients même n'ont pas de sous. Donc ce n'est pas à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas de sous, qu'ils ne vont pas se déplacer pour les activités lucratives. Ils sont obligés de se déplacer. Pour cela, nous, même aussi, là où il faut amener une personne à 2000, on est obligé de les jumeler. On les met à 2 et ça fait 1600, 1500. Ça les soulage quelque peu, de même que nous. L'essence a diminué notre bénéfice parce que les clients n'ont pas accepté à augmenter les tarifs. Mais nous, eux autres, nous, on a maintenu les tarifs. Au retour, l'essence a diminué considérablement notre revenu. Pour la plupart des conducteurs de taxi-moto de Savalo, le véritable calvaire de ce métier réside dans l'état dégradé des voies d'accès aux autres localités qui ceinturent le centre-ville. Ils pointent d'un doigt accusateur les autorités communales qui devraient, selon eux, mieux assainir les voies pour faciliter le transport des personnes et des biens. Si nous prenons par exemple la voie de Concondi, par exemple, c'est un village qui nourrit vraiment la ville de Savalo. Il y a beaucoup de choses qui quittent là-bas, mais même il y a un grand pont là, et que dans la saison pluvieuse, si vous arrivez là, vous-même vous aurez que vraiment la population souffre énormément. Le plus souvent, nous prenons des voies longues et les voies ne sont pas accessibles. Donc, on a beaucoup de difficultés à franchir ces zones. Parce qu'à l'intérieur, ça ne donne pas autant, mais quand nous sortons de la ville, ça nous arrange. Nous avons au niveau de la commune de Savalo un
relief assez accidenté. Et lorsque le relief est accidenté, évidemment, les questions d'assainissement ne peuvent que se poser de manière très grandiose. C'est vrai, les attentes ne sont pas encore comblées entièrement, mais un effort se fait et vous passez dans les rues, vous allez voir, certaines sont aménagées sommairement. Ce carrefour qui débouche sur la mairie de Savalou est l'un des points de rassemblement des émigrants. C'est ici qu'ils tiennent leurs réunions stratégiques et peaufinent aussi les plans de sécurité pour contourner les braqueurs, toujours à l'affût pour les déposséder de leurs motos. Mais ils reconnaissent que la police républicaine fait un travail formidable dans la localité depuis quelques années pour réduire les cas d'agression auxquels ils s'étaient confrontés les années antérieures. Dernier numéro de votre feuilleton du mois sorti du directeur départemental sous colline de la SONEB. Il s'est prononcé sur la situation de la ville en matière d'accès à l'eau potable. Il a relevé les efforts ainsi que les investissements faits par le gouvernement en vue d'améliorer la qualité d'accès à l'eau potable. Suivons Kodjo Sodokin Toulas, directeur départemental sous colline de la SONEB. Il est au micro de Imet Hélène Amoussou. La ville de Savalou est confrontée depuis plusieurs décennies à un déficit d'investissement pour sa bonne desserte en eau potable. Les capacités du système d'alimentation en eau potable existant se sont révélées insuffisantes pour satisfaire les besoins en eau potable des populations. En 2020, le gouvernement a réalisé plusieurs forages dont certains ont été raccordés à la station de traitement de Dénou qui a été construite. Et c'est ça qui alimente présentement la ville de Savalou. Et malgré ces investissements, la ville reste faiblement desservie. Face à cette situation, 5 forages ont été réalisés et l'ensemble des forages vont débiter environ 84 mètres cubes par heure. En dehors de cette phase en cours, il y a les travaux d'urgence qui prévoient d'améliorer la situation en eau potable à Savalou à partir des installations existantes afin de doubler la capacité de production actuelle et faire passer de 540 mètres cubes jour à 1200 mètres cubes jour. Cette phase comprend la réhabilitation des forages existants et le remplacement de conduites PHD de diamètre 160 sur une longueur de 5 km. Les travaux sont prévus en fait pour démarrer à la fin de ce mois. Enfin, toujours pour Savalou, dans le cadre du grand projet structurant de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Savalou, il est planifié par le gouvernement la réalisation des travaux confortatifs pour porter la capacité de production d'eau de la SONEB à 2500 mètres cubes par jour. Ces travaux sont prévus pour démarrer en juin 2024 et c'est prévu pour durer 12 mois. Vous voyez que le gouvernement finance déjà d'importants projets d'investissement pour améliorer la desserte en eau. Nous invitons la population à la patience. D'ici à là, les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable de la ville de Savalou seront définitivement réglées. Nous poursuivons cette édition Atelier bilan et de planification des activités 2024 du projet d'appui à l'égalité du genre PAEG, les assises qui se tiennent à Abomey
rassemble les responsables et autres acteurs des centres de promotion sociale ainsi que des directeurs départementaux, des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance. Elles seront le cadre pour faire le point des actions menées au cours de la première phase, mais aussi planifier les activités sur la période 2024. Les 3 jours d'intenses travaux ont été lancés par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Plus de détails avec Imet Hélène Amoussou. Réunis ici, ces hommes et femmes ont 3 jours pour mener des réflexions constructives, consensuelles et inclusives. Tous des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'appui à l'égalité du genre PAEG. Ils interviennent dans les centres de promotion sociale CPS ainsi que les directions départementales des affaires sociales et de la microfinance. Ces assises seront le cadre de faire le bilan de la première phase du projet. Nous allons essayer de nous évaluer et chacun verra la performance atteinte et essayer de revoir encore les indicateurs pour atteindre de plus belles performances pour le compte de l'année 2024. Je voudrais vraiment souhaiter que les différents budgets soient revus à la hausse pour le compte de l'année 2024 parce que nous avons vraiment des défis à relever dans nos départements. C'est aussi le moment de rappeler les principes clés du programme, de rappeler les normes et procédures pour une bonne gestion du programme. Donc j'invite les uns et les autres à une attention soutenue pour que nous puissions travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs. Outre faire le point des activités réalisées au niveau des centres de promotion sociale et des directions départementales dans le cadre du PAEG au cours de l'année 2023, les participants à l'atelier auront également à planifier les interventions et actions à mener en 2024, tout en tenant compte des expériences et leçons apprises durant les 12 derniers mois. Ainsi donc, dans un premier temps, chaque acteur ici présent aura l'occasion de nous présenter son niveau de réalisation des activités de 2023, ses principaux résultats obtenus, de même que les difficultés rencontrées et les solutions proposées ou suggérées, sans occulter les bonnes pratiques enregistrées. La deuxième partie de notre atelier sera consacrée à l'étude des PTA de 2024. Nous sommes conscients que l'année 2023, première année de mise en œuvre effective des interventions du PAEG 1 sur le terrain, n'a pas été sans difficulté. C'est ici le lieu de remercier tous les acteurs à divers niveaux, principalement toute l'équipe de la coopération suisse au Bénin et l'unité de gestion du PAEG 1 pour les appuis techniques constants pour la gestion de ces difficultés. Nous témoignons donc toute notre reconnaissance à nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent à régler ces problèmes et à surmonter les difficultés au niveau des structures déconcentrées. Il faut rappeler qu'à travers le PAEG, le gouvernement et la coopération suisse au Bénin se sont engagés à renforcer l'égalité du genre au sein de la population et à réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes. Dans le cadre de la mise en œuvre de plaidoyer, encourager les filles à aller dans les métiers dits d'hommes, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin à l'issue de la séance de collecte d'informations et a identifié un package de formation à l'adresse à adresser aux apprenantes, à leurs patrons et à leurs parents ou tuteurs. Avec l'appui constant du projet de renforcement des capacités de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, elle a initié au profit des maîtres artisans un atelier sur la formation non violente de leurs apprenantes. C'était le lundi 5 février 2024 à Nati Tengu, Alassane Aounan et Abdou Sabi Idrissou pour la précision. La dynamique dans laquelle nous sommes, c'est important que... Après la formation initiée à l'endroit des maîtres artisans, voici la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin aux côtés de ces jeunes filles apprenantes. Avec l'appui du projet de renforcement des capacités de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, cette fêtière des métiers de l'artisanat au Bénin va aborder plusieurs thématiques en lien avec la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et jeunes en milieu d'apprentissage. Au cours de cette formation, on va aborder avec vous plusieurs thématiques. On va vous parler des droits sexuels. On va aborder comment éviter les grossesses non désirées. On va aborder aussi comment mieux gérer
son hygiène mensuelle et plusieurs autres thématiques. Mon conseil aujourd'hui pour vous, c'est d'être attentif à cette formation, de poser autant de questions que possible pour qu'à la fin, vous rentrez chez vous avec des informations nécessaires qui vous permettront justement de mieux poursuivre votre formation, de devenir demain des artisans parce qu'on a besoin de vous. Il va s'agir donc de sensibiliser les participantes sur la sexualité saine et responsable. Pour le président de la Chambre des métiers de l'artisanat, le défi pour le maintien des filles et adolescentes en milieu d'apprentissage est grand. Nous avons ce grand défi de tout faire pour lever les barrières, les obstacles, pour vous permettre, surtout vous les filles qui avez choisi non seulement les métiers artisanaux, mais surtout des métiers dits hier, des métiers d'hommes. Je dis hier parce qu'aujourd'hui déjà, vous êtes dans ces métiers-là. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire le déplacement depuis Cotonou pour venir vous encourager. Notre souci, c'est de passer la main à une génération consciente, à une génération de qualité. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour venir vous écouter et essayer de trouver les solutions pour vous accompagner. L'ambition de la Chambre des métiers de l'artisanat est de créer des conditions favorables d'apprentissage aux filles qui apprennent les métiers dits d'hommes. Et pour gérer de façon responsable et convenable l'hygiène menstruelle, des serviettes hygiéniques ont été distribuées aux participantes. Merci. Le ministère international de la puissance de la résurrection de Christ, connu sous le nom de ministère Oto-Oto, a tenu ce jeudi matin à son siège à Bazumba, dans l'arrondissement de Baou, sa première conférence de presse au titre de la nouvelle année 2024. La rencontre avec les hommes des médias nationaux et internationaux a été animée par l'apôtre Charles Passo, fondateur du dit ministère. L'orateur principal a abordé, entre autres, le bilan des activités apostoliques réalisées au cours de l'année 2023, les orientations et les perspectives de 2024 qui s'ouvrent sous une année de nouvelle gloire par consécration. Les détails dans ce reportage de Wuliat Sanoussi, présenté par Florence Possa. Face aux hommes des médias ce jeudi 8 février 2024, l'apôtre Charles Passo, fondateur du ministère international de la puissance de la résurrection du Christ, connu sous le nom Oto-Oto. Une conférence de presse animée par l'orateur principal portant sur le ministère et sa mission, le bilan des activités apostoliques de 2023 et les perspectives pour l'année 2024. Qui est Oto-Oto? Oto-Oto, c'est un serviteur de Dieu, un de l'Éternel des armées, mandaté au Bénin pour apporter le salut aux âmes, aux familles, par l'onction des guérisons, des miracles et les enseignements très profonds de la parole de Dieu. Et le ministère Oto-Oto est un ministère qui a vu le jour il y a 8 ans aujourd'hui au Bénin. Et ce ministère est dans le monde entier. Le ministère Oto-Oto signifie tout simplement automatiquement. Et ça a été baptisé dans le jargon local, qui veut dire Azoroko, Azoroko. Selon le conférencier, plusieurs actions ont été menées par le ministère en 2023. Au plan spirituel, sa mission était d'organiser de nombreuses campagnes d'évangélisation. Dans le domaine social, le ministère également a construit des salles de prière, des maisons d'hôtes et ouvert plusieurs églises sur le territoire national et international. Nous avons organisé de très grandes campagnes d'évangélisation qui rassemblaient des milliers de personnes dans plusieurs zones et dans plusieurs départements et villes dans la nation. Nous avons organisé des croisades à l'international et le plus intéressant dans ces croisades, c'est la manière avec laquelle les familles sont restaurées. Ces campagnes ont été organisées dans près de 20 pays l'année passée et dans plus de 7 villes au niveau national. Nous avons octroyé des bourses d'études, des bourses pour aller fréquenter à l'étranger à des centaines d'enfants au niveau des ministères et dans les orphelinats. Nous avons apporté un soutien matériel dans presque tous les orphelinats de Cotonou en 2023. Également, nous avons offert des bourses d'études aux enfants là-bas.
Nous avons visité des prisons et nous avons particulièrement touché les veuves. Pour ce qui est des perspectives et dans son agenda spirituel de 2024, le ministère entend travailler sur la même lancée. Il a l'ambition de construire des forages dans cette localité reculée du Bénin, confrontée au manque d'eau. Il projette aussi la construction de toilettes dans certains hôpitaux et prévoit de construire 100 églises matérielles au Bénin. Nous avons des croisades un peu partout dans le monde et dans le Bénin également. Nous avons également la mission de former des jeunes leaders au niveau de nous, des jeunes entrepreneurs, non seulement qui connaissent Dieu, mais qui marchent dans la crainte de Dieu. Nous avons un objectif de former 1000 jeunes comme ça dans tous les domaines cette année. Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons pour ta grâce. À cette conférence de presse, l'apôtre Charles Passot a également présenté ses bons vœux à toute la nation béninoise. Il a saisi l'occasion pour prier pour le Père de la nation, son gouvernement et tout le peuple, afin que la main de Dieu repose sur le chef de l'État dans la sagesse, la protection et le discernement, pour que le Bénin devienne l'Eldorado de l'Afrique. C'est sur cette information que nous bouclons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation et de rédaction. À bientôt.